La Renaissance est la période pendant laquelle se réalisent de profonds changements. Il y a trois grands événements, parmi d'autres, euh, la prise de Constantinople, la découverte du Nouveau Monde et le début de la Réforme. L'histoire de la Renaissance commence à la fin du Moyen Âge, en 1453, c'est la chute de Constantinople, et se termine à la mort de Henri IV en 1610. Ces dates limites fixes facilitent l'étude de l'époque, mais toute époque dépend sur le précédent. C'est un processus continu. L'Antiquité n'était pas inconnue au Moyen Âge. La culture antique était bien conservée avant le XVe siècle par des académiques comme Isidore de Séville, par exemple. Platon était déjà connu à la cour de Charlemagne. Les auteurs tels qu'Ovide, Virgile, Cicéron étaient connus aussi, mais la liste était très incomplète. La Renaissance, on va découvrir beaucoup plus de textes et ces textes vont être mis en circulation. Au Moyen Âge, cette culture était, bien que connue, était réservée à une élite composée essentiellement de clercs dans les monastères, puis à partir du XIIIe siècle dans les écoles urbaines, c'est-à-dire les premières universités européennes. En fait, on découvre plus d'auteurs et de textes de l'Antiquité à la Renaissance et on a les moyens de diffuser des connaissances de l'Antiquité grecque et romaine. Voilà, on va faire un petit survol de notre sujet. L'humanisme, trouve ses débuts au XVIe siècle en France et l'humanisme met beaucoup sur l'éducation et l'esprit critique. La science s'émancipe progressivement de la magie et du secret et l'on est persuadé que le progrès du savoir entraîne une grande sagesse. François Ier, il crée le Collège de France à Paris pour rivaliser avec l'enseignement théologique de la Sorbonne. En art, on redécouvre des principes et des éléments de l'art antique et de l'Italie. En peinture et en sculpture, on fait de grandes places aux figures mythologiques, à la nudité et au réalisme. Et on développe un goût pour les portraits. L'architecture réutilise des éléments de l'art antique. On a les terrasses, les frontons, les arcs, etc. On garde le souci de simplicité et d'équilibre et de symétrie. On limite l'excès de décoration et de composition de l'art italien. En littérature, on remet à la mode les formes antiques, odes, élégies, tragédies, mais aussi les modes italiens, les sonnets et dans le théâtre. Il naît aussi une nouvelle école de la Pléiade. La langue française s'impose et le latin est laissé aux prêtres, juristes et aux médecins. L'édit de Villiers-Cotterêts en 1539 rend le français obligatoire dans l'administration et en 1549, Du Bellay écrit la défense et illustration de la langue française. La réforme qui a ses débuts en 1517 avec les 95 thèses de Martin Luther bouleverseront le monde occidental. La Renaissance n'a pas exprimé que le beau, mais aussi le pire. Reconquête, inquisition, extermination des Amérindiens, guerre entre les catholiques et des protestants et antisémitisme. L'imprimerie va avoir un effet énorme sur le monde de l'Occident. L'imprimerie va révolutionner les idées dès sa mise au point en 1453 par Gutenberg. Les textes imprimés vont bouleverser la hiérarchie des valeurs dans tous les domaines. La première Bible fut imprimée en 1455 en langue vernaculaire et avec cet événement, on verra la diffusion beaucoup plus rapide des idées et des savoirs à travers l'Europe. La grande vague de vulgarisation, tant artistique que culturelle, permettra de favoriser les échanges internationaux et pousser la science jusqu'aujourd'hui. Environ 20 millions, oui, 20 millions de livres sont imprimés entre 1450 et 1500. Par l'arrivée de l'imprimerie et donc la possibilité de diffuser des savoirs, les idées
en milliers d'exemplaires, la religion catholique sera plus en plus contestée. Les premières 50 ans de l'imprimerie, ce sont des textes religieux qui sont imprimés. L'impression de textes profanes prit plus en plus de place. C'est ce qui explique le bouleversement des idées à cette époque. L'humanisme. L'humanisme, c'est un intellectuel curieux des évolutions du monde, des textes anciens. Ses traits caractéristiques sont la soif de vivre, la confiance en l'homme, l'appétit du savoir, l'esprit de libre examen. L'esprit critique y est essentiel. On élabore les dictionnaires, des grammaires, ils rénovèrent leur propre langue. En 1539, vous avez l'ordonnance de Villiers de Cotterêts qui impose l'usage du français comme langue officielle et langue française acquiert ses titres de noblesse. La publication en 1549 de Défense et illustration de la langue française par Du Bellay va mettre en œuvre et va servir de manifeste pour ce mouvement, cet engouement pour la langue locale. Le français devient ainsi la langue officielle du droit et de l'administration dans les actes juridiques à la place du latin. François Ier installe également la Bibliothèque royale au château de Fontainebleau. Le travail linguistique au sein des institutions permet à la langue française de dépasser des frontières des seules communautés de clercs. Il éteint les érudits, les humanistes donc. Il place l'homme au centre du monde et abandonne l'idée d'une vision universelle du monde. Les sciences acquièrent une nouvelle indépendance et la philosophie se disassocie du dogme chrétien. La réforme, c'est aussi un événement crucial pendant cette période. Martin Luther va prendre exception à des pratiques de l'Église catholique, par exemple la vente des indulgences, et il va tenter de réformer l'Église catholique. Son idée est de limiter le pouvoir de Rome et de promouvoir les églises nationales. En 1517, Luther expose ses 95 thèses à Wittenberg pour réformer l'Église et la rupture de Luther avec Rome se passe en 1520. C'est vraiment la naissance de la réforme. Cette contestation aboutira à une nouvelle religion, le protestantisme. Et ce protestantisme va mener les guerres de religion en France, dont les hostilités datent de 1662 et dont les sources étaient religieux et politiques et sociaux, n'est-ce pas? Ce n'est pas simplement la religion. Et les pays voisins vont attisser ce trouble. On peut distinguer 8 guerres de religion. C'est vraiment horrible. 36 années de troubles en tout, avec simplement 2 petites années de repos. Et on va parler plus tard de l'horreur de la nuit de Saint-Barthélemy qui se passe déjà 10 ans après le début des guerres de religion en 1572. La fermeture des routes terrestres vers l'Orient, la route des épices et de soie, consécutive au repliement de la Chine, à l'éclatement de l'empire moghol et la prise de Constantinople par des Turcs, fait qu'on va chercher d'autres moyens pour atteindre ces pays-là. Et bien sûr, tout le monde connaît le voyage de Christophe Colomb qui cherche les Indes, n'est-ce pas, par voie maritime. Il y a aussi quelqu'un, par exemple Jacques Cartier, en 1534, va découvrir la Nouvelle-France, c'est le Canada. Le Portugal et l'Espagne vont initier, grâce aux grandes découvertes, des échanges avec l'Afrique, l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud, l'Inde, pour les épices bien sûr, l'Amérique du Nord et l'Extrême-Orient. La première conséquence économique de la découverte du Nouveau Monde est un afflux considérable de métaux précieux. L'essentiel fut converti en monnaie, traînant une hausse sensible des prix, donc inflation. On estime qu'entre 1450 et 1550, la masse monétaire en Europe a été multipliée par 8. Oui, 8.
C'est énorme. L'argent des conquêtes va favoriser le développement artistique aussi. La deuxième conséquence est que l'Espagne, pays dominant de cette période, a acquis sa puissance politique, économique et militaire, non par le travail de ses habitants, mais par l'accès à un stock de monnaie. Cette situation va donner naissance à un courant de pensée économique appelé mercantilisme qui durera tout le long du XVIe et XVIIe siècle. Là, c'est la fin de la première partie et on va continuer à parler de la politique, de la science, des inventions dans la deuxième partie. À suivre.